intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Nous sommes de retour avec notre question que je vous pose tout de suite. Seriez-vous prêt à quitter votre ville ou votre quartier, l'endroit où vous êtes bien ancré, vous êtes là depuis des années, comme Luc tout à l'heure, là, près de 15 ans à Annecy-Cartierville. Puis là, maman, il faut qu'il déménage. Il vient de vendre son condo. Ça, il fait une petite mise de fonds quand même intéressante pour se magasiner une propriété. Mais là, il est conscient qu'il va aller peut-être dans le coin de Mirabel, alors qu'il travaille à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Ça fait quand même une petite trotte tous les matins, tous les soirs. Mais vous êtes quand même nombreux à me dire que pas le choix parce que le marché immobilier est tel qu'on n'a plus le luxe maintenant de rester dans son coin. On peut toujours faire ramasser des canettes comme Élise Gamache, Bélil, que j'ai reçu l'autre jour, qui avait ramassé jusqu'à 100 000 $. Mais ça fait 4 ans qu'elle s'y met, je peux vous le dire. C'est du vrai travail à temps plus que plein. Avec nous, Yannick Parent, courtier immobilier. Merci Yannick d'être là. Toujours un plaisir, Isabelle. Il y a Stéphanie qui m'écrit aussi. Elle dit, les acheteurs, pourquoi on ne pourrait pas connaître les mises faites par les autres acheteurs? C'est vrai qu'on pourra parler de ça, là, la notion de surenchère. Beaucoup de questions là-dessus. Parce qu'il y a eu cette flambée des prix depuis les dernières années, ce qui fait que, tu vois, Myriam et son conjoint viennent de se trouver une maison. Pas dans leur petit village, mais dans un village qui les satisfait. Luc cherche. Tu retiens quoi de leur témoignage? Ben, le mot qui me vient en tête, moi, c'est concession. Ouais, c'est ça. Les gens font des concessions. On le voit, le Myriam, Luc, c'est des gens qui ont revu leur budget, qui ont attaché un lien direct entre la capacité financière et la propriété qu'ils vont choisir. Puis disons-le, pour Myriam, tu sais, une propriété à 399 000 à Upton avec 14 000 pieds carrés de terrain. Sérieusement, bon, c'est écœurant. Là, c'est vraiment super bon. Puis je le vois, moi, comme courtier, les gens se déplacent, ils sortent des grandes régions, ils s'en vont plus en périphérie et là, ils vont réussir à trouver du terrain, de l'espace, puis ils arrivent à acheter encore, exemple, le centre du Québec, Isabelle, ils arrivent à acheter encore des maisons à un prix raisonnable avec de l'espace vert, tu sais. Oui, parce que les gens cherchent ça aussi. Puis l'autre chose que je remarque, j'ai entendu, tu sais, c'est pas la maison de mes rêves. Oui, hein? Ouais. C'est pas la maison que je voudrais avoir. Je suis pas rendu là. Je suis pas rendu encore à la maison de mes rêves. Ben bravo Luc, bravo Myriam. Il faut commencer quelque part. Il faut revoir nos critères. C'est sûr qu'en partant, on n'aura pas la cuisine avec les comptoirs en quartz. Mais ils ont 27 puis 28 ans. 27 ans. Moi, j'aurais aimé ça être allumé de même à cet âge-là, moi. Puis imagine, je suis courtier aujourd'hui, puis il y a quelqu'un, une fille dans ma vie qui m'expliquait ça un jour. Elle dit, Yannick, tu devrais devenir propriétaire. Si tu peux, c'est une bonne chose d'essayer de devenir propriétaire parce que tu vas centraliser ton argent, tu vas avoir un bien immobilier. Bien, ces gens-là ont compris ça. Puis, tu sais, oui, sacrifice. Donc, on le voit, Luc va s'éloigner de Montréal. Il va devoir faire plus de routes, tu sais. Puis, ils vont devoir, à ce moment-là, assumer le fait que, justement, la concession pour arriver dans son petit coin de paradis, peut-être, ça va être de dire, ça va me prendre 1 heure et demie à aller au travail. Ou peut-être changer d'emploi. Moi, j'ai compris ça dans ce qu'il disait aussi. C'est que, regarde, là, pour le moment, on va voir, il travaille dans le réseau de la santé. Mais tu sais, il y a des jobs partout maintenant dans le réseau de la santé. Il y en a aussi. Il parlait de son ancienneté, Isabelle. Il dit, écoute, quand je vais atteindre l'ancienneté nécessaire, je vais pouvoir changer d'établissement. Bien, ça, on appelle ça faire des choix. Puis ça représente beaucoup de gens présentement qui vivent à Montréal et qui se disent, écoute, on vend des propriétés, Isabelle, dont les gens qui sont propriétaires auraient simplement pas le moyen de les racheter eux-mêmes. Ben oui, complètement. Ils seraient pas capables. C'est rendu trop cher. Puis Montréal... Moi, je serais pas capable de racheter ma maison aujourd'hui. Ben voilà. Puis c'est ça. Puis souvent, je me fais poser la question en plus, c'est quoi le bon moment présentement, Yannick, pour acheter? Ben le bon moment pour acheter, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Puis demain, ben on sait pas, on verra. Tu sais, mais il faut penser à ça dans notre analyse. Mais ça, c'est des paroles de courtier. Oui, mais c'est vrai. T'as raison, c'est des paroles de courtier. Mais en même temps, tout ce qu'on voit, Isabelle... Mais c'est vrai aussi. Tu sais, tout ce qu'on voit depuis 5-6 ans, c'est que les gens disent, hey, à un moment donné, ça va arrêter d'augmenter. Ça va arrêter d'augmenter. Moi, je pense pas que ça va arrêter d'augmenter à cause de la rareté. Puis il y a le phénomène aussi. C'est pour ça que les gens qui veulent vraiment devenir propriétaires, à ce moment-là, doivent se faire un plan de match et se dire, écoute, je suis peut-être mieux de m'éloigner, sortir de mon créneau, sortir de mes critères, mais je vais arriver à devenir propriétaire à court terme. Écoute, je voyais, c'est un phénomène, tu dis, mais dans le Bas-Saint-Laurent, il y a eu presque 60% d'augmentation du volume des ventes
versus l'année dernière, c'est ça? Oui. Mars 25 versus l'année dernière, pareille date en mars. Il y a eu comme 58 d'augmentation des ventes de propriétés dans le Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, avec un prix médian De 250 000 dans ce secteur-là. Ben ouais. 58 d'augmentation du volume des ventes. Et ça, c'est un exemple direct de ce qu'on discute là. C'est un marché qui a été au ralenti pendant une certaine période, le Bas-Saint-Laurent, tout comme Québec d'ailleurs. Et Québec et le Bas-Saint-Laurent, présentement, c'est des marchés records au niveau de l'engouement, au niveau justement des cas aussi, beaucoup de surenchères dans ces milieux-là. Ça, on voyait peut-être un petit peu moins ça à l'époque dans le Bas-Saint-Laurent et à Québec. On l'a vécu beaucoup dans la grande région de Montréal. On parlait de la pandémie tantôt, justement, cette période-là où il y avait énormément de surenchères. Mais maintenant, le Bas-Saint-Laurent, 58 d'augmentation de volume des ventes versus mars 2025 à mars 2024, c'est phénoménal. Ouais, un autre phénomène actuellement, là. Ouais. Puis là, on parle beaucoup de surenchère finalement, alors qu'on espérait que c'était terminé. Ça, en tout cas, les acheteurs potentiels l'espèrent parce que c'est terrible. Quand tu rentres dans un marché en surenchère, tu sais que tu n'as pas le bon bout du bâton, là. Déjà qu'on sait qu'on ne l'a pas quand on est acheteur aujourd'hui, là, puisque c'est une question d'offre et de demande, puis de l'offre, il n'y en a pas tant que ça. Mais Laval, parle-moi de ce qui se passe à Laval. Écoute, c'est incroyable. C'est un cas direct. Mélanie et moi, on a mis un triplex à vendre là, il y a quelques semaines de ça là-bas. Puis tu sais, on parle pas d'un triplex clé en main. Là. On parle d'un triplex pour lequel des travaux étaient nécessaires, vraiment pas au goût du jour. Beaucoup d'argent à investir. Écoute, on a mis ça sur le marché à un prix, justement, le prix du marché pour ce type de propriété-là dans ce secteur-là. C'était combien? On l'a affiché aux alentours de 750 000 Ouais. Et écoute, on a eu 18 offres d'achat, une cinquantaine de visites encore en un week-end. Puis ça, là, c'est pas encore vendu. Je peux pas évidemment divulguer le prix final, mais évidemment, on se doute que ça finira pas. Ça va finir beaucoup au-dessus, là, justement, du prix affiché. Fait qu'on le vit. Puis ce qu'on voit pour ces immeubles-là, la même chose à Montréal en passant. Un immeuble à logement à Montréal, un plex, le prix médian en mars 2025, là, c'est 780 000 $. Un duplex ou un triplex? La catégorie duplex à aller à quadruplex. Okay. Dans cette grande catégorie-là. Et ce qu'on observe, nous, les courtiers immobiliers, c'est qu'on avait beaucoup à l'époque d'investisseurs immobiliers. Là, c'est des familles au complet. Ils viennent visiter. Là, les gens sont 7-8. Là. T'as le petit-fils, la grand-mère, la mère, le père. Ils veulent tous essayer d'acheter ensemble pour arriver à trouver quelque chose, justement, dans ces régions-là. Ils vont se partager. Ben là, les parents vont habiter en bas, les enfants en haut. Pas le choix, Isabelle. Sinon, les gens ne sont simplement pas capables. Ces propriétés-là, il y a 5-6 ans, là, le même triplex dans le même secteur, c'est propriétés qui allaient se vendre entre 450 peut-être puis 500 000 $. Oui, effectivement. Mais devant justement ce genre de défi, là, parce que ça devient un défi, quels sont les conseils que tu peux donner aux gens là, qui nous écoutent? Bien, c'est le fun parce que tes invités ont abordé ces conseils-là. Puis je le dis aux gens, il faut vraiment, premièrement, je le dis toujours, avant de vous lancer sur le marché, peut-être créer de la déception parce que vous n'arriverez pas à vos fins, allez rencontrer un bon courtier hypothécaire pour avoir vraiment là, la finalité de ce que vous êtes capable d'acheter. Puis si vous êtes capable d'être avec quelqu'un d'autre, des fois, c'est plus facile aussi. Vous avez un conjoint. Des fois, on va acheter seul, mais dans le marché actuel, c'est plus facile. On est plus fort quand on est un petit peu en groupe. Si c'est vos parents aussi, ça peut être une bonne chose. Et également, resserrer les critères. Vous n'aurez pas, je me répète, mais vous allez devoir peut-être faire des rénovations. Ça ne sera pas clé en main. Je dis le mot clé en main, Isabelle. Quand on décide dans le marché immobilier actuel d'acheter clé en main, il y a un prix qui est relié à ça. Ce prix-là est très élevé. Êtes-vous capable d'acheter quelque chose qui est un peu moins rénové, que vous allez justement améliorer au fil du temps, puis en faire un peu par vous-même? Il y a encore une façon de cette manière-là de récupérer de l'argent dans un investissement immobilier. Si vous achetez au maximum du prix, dans un format qui est clé en main, c'est plus difficile de récupérer par la suite. Oui. Il y a Daniel qui dit, à part le Bloc québécois pendant les élections, il n'y a pas grand monde qui ont parlé de s'attaquer à la spéculation immobilière pour éviter les hausses débiles, voire malhonnêtes sur le prix des maisons, qui se répercutent aussi sur les loyers, qui deviennent inabordables. Puis là, ça finit en itinérance. Daniel vient de nous résumer la chaîne alimentaire en peu de mots. C'est vrai qu'on ne peut pas... on ne peut parler de choses pendant cette campagne électorale, mais nonobstant ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer de contrôler un peu le marché? Bien, c'est difficile actuellement. Pourquoi? Parce que oui, est-ce que le système, si on parlait tantôt du système de promesses d'achat, de surenchère et tout ça, est-ce que ce système-là, présentement, avec des offres à l'aveugle, est parfait? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a place à amélioration? Bien sûr que oui. Est-ce que ça pourrait être plus transparent comme processus encore? Il y a peut-être des façons de faire. Je sais qu'il y a des gens qui vont se porter là-dessus, mais en même temps,
temps, ça demeure moi, ce que je dis aux gens, dans un processus où justement, il y a de la spéculation immobilière, vous êtes à plusieurs, exemple, à 10, 12, des fois, on le voit acheter une propriété. 10, 12, tu vois ça? Ah, je vois ça encore énormément. Puis c'est très frustrant. Puis moi-même, comme courtier, tu sais, tu disais tantôt, mais moi, comme courtier, j'ai pas spécialement de fun là-dedans, honnêtement. Tu sais. Non, quand tu as 12 acheteurs potentiels. Ben, tu sais, quand tu es le courtier qui est inscrit à la maison, là, oui, ben, c'est ça. Ben, le fun. Mais quand tu es sûr que tu fais partie de l'armée de gens qui vont se présenter une fin de semaine, puis que tu vois les gens rêver, Isabelle, ils veulent tous l'acheter, la maison. Oui. Mais tu sais, il y a une personne sur 12 qui va l'avoir. Et c'est pour ça que le commentaire de Stéphanie est intéressant, parce qu'elle dit pourquoi l'acheteur potentiel ne pourrait pas connaître les mises faites par les autres dans la surenchère, parce que dans le fond, c'est comme une espèce de, tu sais pas, tu dis, ben moi, j'offre tant, mais si tu... Mais tu sais, des fois, tu la veux vraiment, cette maison-là, puis si tu savais que l'autre mettait 5 000 de plus, tu le mettrais peut-être, Comment tu vois ça? C'est une super bonne question. Parce qu'en même temps, ça contribue à une surenchère malgré... Ben, tu as raison. La seule justice qu'il y a dans le système actuel, c'est que si je fais une promesse d'achat avec Isabelle aujourd'hui sur une maison, je vais dire à Isabelle, respecte-toi dans ce que tu veux offrir pour cette propriété-là, puis vas-y selon ce que demain matin, si tu as offert ce montant-là, tu vas avoir regardé les comparables vendus, puis tu vas être aussi, tu seras pas déçu si tu ne l'as pas, puis tu vas être capable aussi d'avancer dans le processus. Si on se met à faire une espèce d'encan à ciel ouvert, disons-le comme ça. Bon, ben Yannick, 150 000, là, mettons des montants plus réalistes. Yannick, 500 000, Isabelle, 550 000. Ah, ben moi, Steve, ici, je vais offrir 600 000, puis je vais enlever ma condition d'inspection parce que là, l'autre l'a mis, puis moi, ça va m'avantager. On ne serait pas nécessairement dans un système qui serait... Puis ça a été testé, ça a été essayé dans d'autres provinces, dans d'autres pays, puis c'était révélé que les propriétés ne se vendaient pas nécessairement moins cher à cause de ce système-là. Ah ben non, c'est sûr. Est-ce que, par contre, Isabelle, dans un processus où moi, je dis, comme courtier, je dis à Isabelle qui est cliente acheteuse, écoute, Isabelle, il y a 10 promesses sur la table. Mets ton max. Mettons, tu me dis, Yannick, comment je peux vraiment être certain que ce que tu me dis comme courtier, c'est vrai, qu'il y a vraiment 10 promesses d'achat? Ouais. Moi, je dis que cette facette-là du travail, présentement, pourrait être améliorée. Est-ce qu'il y aurait une façon, exemple, est-ce qu'on pourrait, d'une façon documentée, au moins, aviser les gens, preuve à l'appui, écrite, qu'il y a justement un nombre d'offres X sur la table déposée, ce qui viendrait rassurer l'acheteur qui a tout le temps un petit peu le doute dans leur tête. Écoute, sais-tu vraiment le nombre d'offres réelles qu'il y a sur la table? Ben, c'est ça. C'est parce que là, c'est ça, il y a énormément de... On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Là. C'est ça. Regarde, c'est comme les clients, les vendeurs qui disent, regarde, c'est parce que là, tu devrais... j'ai 3 autres acheteurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben, c'est ça, mais je veux rassurer les gens. Un courtier immobilier qui ne divulguerait pas les bonnes informations est passible de perdre son permis. Ouais. C'est très grave comme infraction. Donc, il y aura toujours... Mais on le sait, on est mais dans... est-ce que vous le savez, vous, quand il y a un nombre d'offres? Oui, on sait. Tout le temps? On a l'obligation de divulguer à tout acheteur promettant le nombre d'offres sur la table. Ce qu'on n'a pas le droit de faire au Québec, c'est divulguer le contenu des offres à différents partis. OK? Donc, ça, c'est important. Mais oui, c'est un système qui est basé actuellement sur la confiance. Qui dit confiance laisse place aussi, des fois, à certains abus. Puis il y a une façon d'améliorer peut-être le système pour faire en sorte que les cas d'exception qui font mal paraître tout le monde, qui font mal paraître les 17 000 courtiers au Québec, par exemple, soient contrôlés peut-être davantage. Parce que ça reste une minorité de cas qui est problématique. Je voyais chaque mois, il y a des journaux, entre autres le 24 heures, à éplucher des sites d'annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère ou presque du marché. Puis là, il y en a une qui est à Shefford, en Estrie. Écoute, elle n'est pas chère. Elle est à 30 minutes du centre-ville de Granby pour 34 900 $. C'est une maison mobile. Oui. C'est une maison mobile. Oui. Mais si tu veux être propriétaire, voilà ta chance. Bien, c'est super bon. On est-tu rendu là? Oui, on est rendu là. En même temps? Oui, on est rendu là. En même temps? Ouais, on est rendu... Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Parce que ça demeure un bien. Ouais. Moi, ce que je veux dire aux gens par rapport aux maisons modulaires, les maisons mobiles, soyez juste prudents par rapport aux espèces de... Assurance. Des fois, les assurances n'assurent pas. Assurance, institutions financières pour financer. Il y a à peu près 2 institutions financières au Québec qui financent, à ma connaissance, les maisons modulaires. Et l'autre chose, les terrains loués. Soyez excessivement prudents. Il y a des mauvaises surprises à avoir. J'ai vu des cas, les gens ont dû se faire exproprier du terrain avec leur maison sur le dos. Alors, au moins, si vous achetez une maison modulaire, essayez de cibler un terrain qui est à vous, qui vous appartient. Le lopin de terre est à vous. Après ça, vous êtes propriétaire. Voilà. Ça ne sera pas la maison de vos rêves, Isabelle. Tu peux toujours déménager ta maison mobile. Et voilà. Et peut-être que la prochaine sera la maison de vos rêves après la maison modulaire. Exact. Merci beaucoup. Yannick Parent, courtier immobilier. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir, Isabelle. Merci.